Le 19 juin 2025, un accord de 5 milliards de dollars propulse officiellement le Burkina Faso vers l'énergie nucléaire en partenariat étroit avec la Russie. En théorie, une centrale de 200 MW doit remplacer un système électrique d'environ 200 MW, encore incapable de protéger durablement les hôpitaux, les écoles et les usines des coupures quotidiennes. Que signifie vraiment ce saut brutal pour les habitants du Sahel quand Ibrahim Traoré mise presque tout son capital politique sur un pari aussi coûteux? Un pari lumineux mais terriblement lourd à porter. Le projet nucléaire présenté comme une voie de modernisation promet de transformer durablement l'accès à l'électricité au Burkina Faso, mais il s'accompagne d'un niveau de risque rarement d'égalé pour un pays aux ressources limitées. La promesse centrale, assurer une énergie stable et durable pour les infrastructures vitales, est suffisamment puissante pour susciter un espoir massif, tout en exposant immédiatement la fragilité financière et politique de l'État. Derrière l'accord historique signé avec la Russie, une tension constante apparaît. L'enthousiasme populaire pour une centrale de 200 MW se heurte au poids d'un investissement de 5 milliards de dollars, qui pourrait redéfinir l'équilibre budgétaire pendant plusieurs décennies. Les enjeux dépassent de loin la technique. L'indépendance énergétique envisagée implique de repenser la formation, la sécurité, la gouvernance des déchets et la capacité du pays à gérer une technologie aussi lourde. Et si cette avancée, si ambitieuse en apparence, cachait une vulnérabilité que personne ne peut encore mesurer complètement? La première rupture apparaît dès les chiffres. Une capacité électrique nationale d'environ 200 MW devrait passer à 200 MW, mais grâce au projet nucléaire, soit un saut que peu de pays de la région ont jamais tenté. Deuxième révélateur tout aussi frappant, le coût de 5 milliards de dollars, qui place le Burkina Faso face au plus grand engagement financier de son histoire contemporaine. Ce double contraste met immédiatement en lumière l'ampleur de la décision prise sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dès janvier 2025, une délégation burkinabé est envoyée en Russie pour ouvrir les négociations techniques avec Rosatom, amorçant un processus discret mais stratégique. En quelques mois, les discussions s'intensifient, abordant des sujets complexes. Normes de sécurité, formation d'ingénieurs, gestion des déchets, plan d'intégration au réseau national, calendrier de construction et modalités de financement. Cette séquence accélérée est essentielle. Sans expertise nationale suffisante, le pays doit s'appuyer sur un partenaire étranger tout en préservant sa souveraineté énergétique. En juin 2025, lorsque l'accord est officiellement signé à Saint-Pétersbourg, la dimension symbolique devient incontournable. Pour un État longtemps dépendant de l'aide extérieure, décider de se doter d'une centrale nucléaire équivaut à changer d'échelle dans sa trajectoire de développement. Le Sahel, jusqu'ici dominé par les réseaux d'influence occidentaux, voit soudain la Russie s'implanter au cœur d'un espace géopolitique disputé. Cette recomposition alimente les inquiétudes. Stabilité régionale fragile, présence de groupes armés, vulnérabilité des infrastructures critiques, pression diplomatique potentielle. Parallèlement, les premiers effets internes se dessinent. Annonce d'un programme de formation pour de futurs ingénieurs, préparation du site, organisation logistique, élaboration de plans de sécurité, structuration des équipes locales. Ces signes montrent que le projet ne se limite pas à un accord diplomatique, il entre réellement dans sa phase opérationnelle. La question reste pourtant ouverte. Cette démonstration d'ambition suffira-t-elle à garantir une transition énergétique maîtrisée ou expose-t-elle le pays à un risque systémique que seule l'expérience révélera? Au cœur de cette trajectoire nouvelle, une figure centrale agit comme point d'ancrage.
Ibrahim Traoré, qui porte le projet non seulement comme une stratégie énergétique, mais comme un levier de souveraineté nationale. Son rôle n'est pas celui d'un simple signataire. Il devient le guide d'un pays engagé dans une opération qui dépasse ses capacités techniques initiales. Cette posture apparaît dans les premiers gestes concrets qui l'impulsent dès l'annonce du projet. Pour illustrer un premier exemple concret, se lit dans la coordination entre les ministères de l'énergie et de l'enseignement supérieur. À Ouagadougou, des réunions accélérées aboutissent à l'ébauche d'un programme de formation nucléaire destiné à créer un vivier d'ingénieurs et de techniciens locaux. Ce chantier intellectuel, encore fragile, marque pourtant une rupture. Le pays se prépare à internaliser une compétence qui n'existait pas auparavant, et cette anticipation devient un élément clé de crédibilité. Un deuxième exemple se manifeste lorsqu'il se joue directement sur le terrain prévu pour la centrale. Les équipes techniques réalisent les premières études géologiques et commencent à aménager les accès destinés aux futurs équipements lourds envoyés par la Russie. Les clôtures temporaires installées autour de la zone témoignent d'un changement d'échelle. Le projet, longtemps discuté dans des salles closes, prend désormais une forme physique perceptible. Pour certains habitants des environs, ces travaux incarnent le début d'un possible renouveau économique. Pour d'autres, ils éveillent des interrogations sur la sécurité et la gestion future des risques. Ces signaux précurseurs montrent que le projet ne s'inscrit plus uniquement dans une logique diplomatique, mais dans une dynamique opérationnelle ancrée au sol. La vraie question désormais, cette mise en mouvement tiendra-t-elle? Tout commence au début de l'année 2025, lorsque Ibrahim Traoré annonce publiquement son intention de diversifier radicalement les sources d'énergie du Burkina Faso. Cette déclaration, perçue d'abord comme un geste politique destiné à affirmer l'indépendance du pays vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, enclenche en réalité une séquence diplomatique structurée. Quelques semaines plus tard, une délégation burkinabé se rend discrètement à Moscou pour engager les premiers échanges avec Rosatom. Les discussions portent sur les bases, faisabilité technique, modèle de financement, exigences de sécurité. Le pays n'a aucune expérience préalable, ce qui renforce l'enjeu de chaque négociation. Les réunions se succèdent, les thèmes deviennent plus précis. Formation des ingénieurs, gestion des déchets, normes de sûreté, intégration de la centrale au réseau national. Les options sont pesées, comparées, ajustées. La perspective d'une centrale de 1-200 MW contre les 200 MW disponibles à l'époque intervient comme un pivot qui justifie l'audace du projet. Le moment décisif survient le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Sous l'œil de la presse internationale, Ibrahim Traoré signe l'accord officialisant la construction de la première centrale nucléaire du Sahel. Cet acte provoque immédiatement un choc géopolitique. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des circuits occidentaux, se rapproche de Moscou sur un dossier stratégique. Les partenaires occidentaux réagissent avec prudence, certains même avec crispation. La Russie, elle, y voit une ouverture majeure dans une région où son influence restait jusqu'alors limitée. Sur le plan interne, la signature agit comme un détonateur. Les ministères élaborent des plans de formation, préparent les premiers échanges techniques, définissent les étapes du chantier. Des équipes locales commencent les études sur le site choisi, nivellement, reconnaissance du sol, schéma d'accès. L'arrivée annoncée d'équipements lourds de ce que pousse les logistiques nationales à se réorganiser. À mesure que les travaux préliminaires se déploient, les critiques se multiplient. Coût estimé à 5 milliards de dollars, risque d'endettement, instabilité sécuritaire du Sahel, inquiétudes internationales sur la sécurité nucléaire. Mais l'élan est désormais irrémédiable. La dynamique politique porte le projet.
Les partisans y voient une promesse d'indépendance énergétique. Les sceptiques rappellent la fragilité budgétaire du pays. Dans les semaines suivant la signature, les effets s'accélèrent. Les premiers équipements russes sont expédiés. Les équipes burkinabées et russes organisent des missions conjointes. Les procédures de sécurité sont rédigées, amendées, consolidées. Les institutions financières internationales expriment ouvertement leurs inquiétudes quant à la gouvernance et à l'endettement. Certains acteurs locaux craignent l'impact potentiel de groupes armés sur une infrastructure aussi sensible. Malgré cela, la préparation du chantier progresse. Les, les clôtures temporaires entourent progressivement le site. Les voies d'accès commencent à se matérialiser. Les réunions publiques et internes se multiplient. L'annonce du projet commence à structurer des attentes sociales, emploi, formation, mobilité, modernisation. Le pays entre alors dans une phase hybride entre excitation et appréhension. Chaque avancée rassure, chaque risque rappelé fragilise. Et la question implicite demeure lourde et persistante. La trajectoire initiée par Ibrahim Traoré tiendra-t-elle jusqu'au bout? L'analyse chiffrée du projet nucléaire porté par Ibrahim Traoré révèle trois indicateurs majeurs, chacun jouant un rôle structurant dans la compréhension de ses impacts potentiels. Ces données constituent le socle le plus solide dont dispose aujourd'hui le Burkina Faso pour évaluer la portée réelle de son engagement. Premier indicateur, la production d'électricité, 200 000. Le pays, qui ne dispose actuellement que d'environ 200 mégawatts de capacité installée, prévoit d'atteindre 200 mégawatts une fois la centrale en service. Ce bond représente un facteur 6, inédit pour un État sahélien. Cette progression drastique signifie une réduction nette des coupures électriques nationales. Elle permet aussi une alimentation stable pour les infrastructures vitales du pays. Elle ouvre enfin la possibilité d'exporter l'énergie vers certains voisins proches. Deuxième indicateur, le coût total 5 milliards de dollars. Le budget annoncé d'un montant de 5 milliards de dollars dépasse largement la plupart des projets d'infrastructures connus au Burkina Faso. Il engage l'État sur plusieurs décennies, notamment en raison de la part financée par des prêts russes. Ce montant colossal pèse fortement sur l'équilibre financier national. Il demande une discipline budgétaire très rigoureuse et maintenue dans le temps. Il expose le pays à un risque d'endettement en cas de retard majeur. Troisième indicateur, l'emploi, environ 10 000 postes directs et indirects. Les projections évoquent la création d'environ 10 000 emplois, couvrant la construction, la logistique, l'ingénierie, la surveillance et les activités de maintenance. Pour un pays où la jeunesse représente une part considérable de la population active, ce volume est déterminant. Ces emplois constituent une opportunité rare pour les jeunes diplômés locaux. Ils contribuent à structurer un nouveau secteur technique encore inexistant aujourd'hui. Ils favorisent aussi un transfert de compétences grâce à la présence d'experts russes. Au-delà des chiffres, ces trois indicateurs doivent être lus ensemble. L'augmentation de la capacité énergétique modifie en profondeur la trajectoire économique du pays. Elle conditionne la performance industrielle, l'amélioration des services de santé, l'usage des outils numériques dans les écoles et l'extension des activités agricoles dépendant d'un stockage fiable. Les 5 milliards de dollars constituent le prix d'une transformation systémique, mais aussi le point de fragilité le plus évident. En cas de dépassement, l'équilibre budgétaire pourrait être mis en péril. Quant aux 10 000 emplois, ils représentent la partie visible d'une dynamique de professionnalisation
qui doit encore être consolidé par des programmes de formation, des partenariats universitaires et une gouvernance rigoureuse. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît double. Il assume la dimension stratégique du projet, mais porte également la responsabilité de transformer ces chiffres en résultats tangibles. Car si les données traduisent des potentiels impressionnants, elles montrent aussi que la moindre déviation technique, sécuritaire ou financière pourrait mettre en tension l'ensemble du pays. En somme, les chiffres éclairent autant qu'ils avertissent. Le potentiel est immense, mais la marge d'erreur demeure étroite. Le projet nucléaire du Burkina Faso, impulsé politiquement mais structuré techniquement par la coopération avec la Russie, divise profondément les analyses. Deux courants majeurs se dessinent, chacun doté d'arguments cohérents et solidement ancrés dans la réalité du pays. Pour eux, la centrale de 1-200 MWh représente la première opportunité réelle de rompre avec la vulnérabilité énergétique chronique. Le pays vit depuis des décennies au rythme des coupures, dépendances et importations coûteuses. La perspective d'une production nationale stable ouvre un horizon inédit. Mise à niveau des hôpitaux, continuité scolaire, dynamisation industrielle, attractivité accrue pour les investisseurs. Ces défenseurs insistent aussi sur la dimension stratégique, en diversifiant ses partenaires et en s'appuyant sur la technologie russe. Le Burkina Faso ne fait que suivre une logique souveraine déjà observée dans d'autres régions du monde. Dans cette lecture, la présence de milliers d'emplois potentiels et d'un programme massif de formation renforce l'argument d'un projet transformateur. Les opposants rappellent d'abord le chiffre clé, 5 milliards de dollars. Pour un pays encore en développement, cette somme représente un engagement qui pourrait peser sur plusieurs générations si les prévisions optimistes ne se concrétisent pas. Il souligne que le modèle nucléaire exige une expertise fine, une gouvernance irréprochable, une sécurité renforcée dans une région où des groupes armés opèrent régulièrement. Selon eux, le Burkina Faso court le danger de s'exposer à des dépendances nouvelles, cette fois à travers des prêts russes et des infrastructures complexes dont la maintenance pourrait dépasser les capacités nationales actuelles. Les données disponibles montrent que les avantages potentiels sont réels: augmentation spectaculaire de la capacité électrique, économie possible sur les importations d'énergie montées en compétences nationales, mais que ces bénéfices n'existent qu'à condition d'une gestion disciplinée, respect du calendrier, contrôle des coûts, sécurisation du site, formation intensive. En d'autres termes, le projet peut réussir, mais uniquement si chaque fragilité identifiée devient un chantier traité en priorité. L'arrivée des premiers équipements lourds sur le sol burkinabé bouleverse immédiatement la dynamique du projet. Ce ne sont plus des plans, des promesses ou des esquisses diplomatiques. Ce sont des structures métalliques, des modules techniques, des conteneurs spécialisés qui s'installent progressivement sur le site choisi. Le Burkina Faso entre alors dans une phase où chaque décision, chaque retard et chaque risque prend une dimension matérielle. La construction n'est plus un horizon lointain, mais un processus concret et irréversible. Pour Ibrahim Traoré, ce moment joue un rôle double. Il valide sa capacité à transformer un accord international en chantier réel, tout en exposant son gouvernement aux vulnérabilités inhérentes à tout projet nucléaire. Les partisans y voient que la preuve que la stratégie énergétique entre dans une phase active. Les critiques, eux, redoublent d'attention. La présence accrue d'équipements russes, la nécessité de sécuriser un site sensible dans une région instable, les risques de retard ou de surcoût deviennent autant de signaux d'alerte. Ce midpoint marque ainsi un basculement psychologique autant que logistique. Il engage le pays dans une trajectoire où reculer n'est plus une option crédible.
ou avancée exige une discipline rarement atteinte jusqu'ici. Les premiers effets du projet nucléaire, désormais engagé dans une phase active, commencent à se déployer dans plusieurs dimensions de la société burkinabé. Ces conséquences, encore partielles mais déjà visibles, s'organisent autour de quatre grands axes: niveau national, domaines économiques, niveau de développement social et Kwakeu Sahel. À l'échelle du pays, l'annonce de la future centrale de Main 200 MW modifie profondément les attentes collectives. Les coupures ramenées qui paralysaient les hôpitaux, les écoles et les industries semblent enfin trouver un horizon de résolution. Les autorités renforcent la structuration administrative, cellules techniques, comités de sécurité, formation interne accélérée. La présence de partenaires russes sur le terrain transforme les routines institutionnelles. Cependant, cette dynamique crée aussi une pression nouvelle. Chaque décision, chaque retard, chaque signal géopolitique est interprété comme un indicateur de la solidité ou de la fragilité de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Le pays entre dans une zone où l'énergie devient un facteur d'unité, mais aussi de tension, selon les perceptions des risques et des bénéfices. Dans le secteur économique, les retombées commencent à se manifester. La préparation du chantier génère des emplois directs dans la construction et la logistique, tandis que les entreprises locales obtiennent leurs premiers contrats liés au transport, à la sécurité ou aux aménagements préliminaires. L'arrivée future d'une capacité énergétique stable attire déjà l'attention de plusieurs acteurs industriels régionaux, intéressés par un pays jusqu'ici pénalisé par un déficit chronique d'électricité. Mais les risques persistent. Les 5 milliards de dollars nécessaires créent une tension sur les finances publiques et alimentent les débats sur la dette, les priorités budgétaires et la capacité du pays à absorber un tel choc financier sur plusieurs décennies. Pour les citoyens, les effets les plus tangibles se traduisent par un espoir renouvelé. Dans les hôpitaux, l'idée de bénéficier enfin d'une alimentation électrique continue change la perception du futur immédiat. Dans les écoles, la perspective d'utiliser durablement le matériel numérique ouvre de nouvelles ambitions pédagogiques. Chez les jeunes, le lancement des premiers programmes de formation spécialisés attire l'attention. Ingénierie nucléaire, maintenance, sécurité, gestion des installations critiques. Pour beaucoup, ces filières représentent une alternative crédible à la migration ou au sous-emploi. Mais cette transformation sociale dépendra entièrement de la capacité du gouvernement à convertir les promesses en résultats visibles et rapides. À l'échelle régionale, le projet agit comme un réorganisateur silencieux des rapports de force. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des importations, pourrait devenir un fournisseur potentiel d'électricité pour le Mali ou le Niger. La présence russe sur un projet énergétique aussi stratégique modifie également l'équilibre géopolitique du Sahel. Les regards des puissances occidentales se tournent vers Ouagadougou, observant la stratégie d'Ibrahim Traoré avec prudence. Cette situation crée des opportunités, influence accrue, partenariats nouveaux, mais aussi des vulnérabilités, notamment face aux groupes armés et aux pressions diplomatiques. Les 6 à 12 prochains mois seront décisifs pour mesurer la trajectoire réelle du projet nucléaire. À ce stade, les travaux y ont débuté, les équipements russes arrivent progressivement et la machine administrative tourne à plein régime. Mais l'ampleur du chantier, son coût colossal et le contexte régional instable imposent d'examiner trois scénarios distincts: base, optimiste et pessimiste. Chacun éclaire une partie des enjeux qui attendent le Burkina Faso. Dans la perspective la plus réaliste, les travaux avancent avec quelques retards modérés mais sans blocage majeur. Les équipes russo-burkinabées finalisent les premières structures d'accueil, les voies d'accès et les fondations techniques. Les programmes de formation s'étoffent
Plusieurs dizaines de techniciens sont envoyés en stage ou en apprentissage supervisé. Cependant, les pressions financières s'accentuent. Certaines dépenses dépassent les prévisions initiales, obligeant les autorités à réajuster le calendrier. Dans ce scénario, le projet reste viable, mais la marge de manœuvre se réduit. Ici, les livraisons russes respectent leur calendrier, les travaux se déroulent sans incident et les procédures de sécurité s'installent rapidement. Le gouvernement parvient à sécuriser des financements complémentaires à taux avantageux, réduisant la pression sur la dette. Les formations attirent un nombre croissant de jeunes diplômés, renforçant la capacité nationale. Des partenaires techniques extérieurs manifestent même un intérêt pour accompagner certaines phases du projet. Dans cette version, la crédibilité d'Ibrahim Traoré augmente, le pays gagne en stabilité énergétique anticipée et projette déjà la possibilité d'exporter de l'électricité d'ici quelques années. Ce scénario combine retard logistique, surcoûts répétés et tensions sécuritaires dans certaines zones. Les institutions financières internationales expriment ouvertement leurs doutes, ce qui complique l'accès au financement. Les partenaires russes font face à leurs propres contraintes, ralentissant l'assistance technique. Le chantier prend du retard, accentuant les risques d'endettement. La population, initialement enthousiaste, commence à douter de la faisabilité même du projet. Pour naviguer entre ces trois chemins, un principe s'impose: diversifier les garanties. Cela signifie renforcer les compétences locales, multiplier les contrôles de coûts, sécuriser le site et élargir les partenariats institutionnels. Car dans un projet d'une telle envergure, la maîtrise du risque ne dépend pas d'un scénario choisi, mais de la capacité à rester résilient face aux imprévus. L'évolution du projet nucléaire suscite des réactions variées parmi les habitants du Burkina Faso, chacune révélant un angle particulier de l'impact social attendu. Trois groupes principaux émergent, porteurs d'espoir, de questions et de responsabilités différentes dans cette transition énergétique. Pour les familles, en particulier dans les régions éloignées, la perspective d'un réseau électrique stable est synonyme de transformation profonde. Le froid des coupures nocturnes, la difficulté à conserver les aliments, les tâches scolaires interrompues par manque de lumière, tout cela pourrait changer. Beaucoup imaginent déjà un quotidien moins fragile où les besoins essentiels ne dépendent plus d'un réseau instable. En guise de suggestion, suivre régulièrement les annonces officielles sur les phases du chantier permet d'anticiper les changements à venir. Le projet ouvre une voie inédite pour les jeunes diplômés. Les formations en ingénierie nucléaire, maintenance, sécurité ou logistique deviennent des passerelles vers des métiers jusqu'ici inaccessibles. Ces filières offrent une alternative crédible à la migration, tout en contribuant à structurer un secteur stratégique. En guise de suggestion, s'inscrire tôt dans les programmes de formation ou les concours techniques liés à la future centrale. Les hôpitaux pourraient enfin assurer des soins sans crainte de panne soudaine. Les écoles bénéficieraient d'équipements fonctionnels en continu. L'agriculture profiterait d'un stockage stable et d'une meilleure irrigation. Pour ces secteurs, l'énergie n'est pas un luxe, mais la condition de toute stabilité opérationnelle. Les professionnels savent toutefois que ces bénéfices ne dépendront pas uniquement de la centrale, mais aussi de la capacité du gouvernement à gérer les risques financiers, sécuritaires et techniques. Au croisement de ces trois dynamiques se dessine une idée simple. Le projet nucléaire modifie déjà la manière dont les citoyens envisagent leur avenir, mais son succès dépendra d'une participation collective, attentive et informée. Pour transformer le projet nucléaire en une réussite durable, le Burkina Faso doit suivre une feuille de route précise, structurée en étapes successives et mesurables. Ibrahim Traoré, qui incarne la direction stratégique du chantier, devra articuler ses actions autour de trois piliers essentiels: compétences, infrastructures et gouvernance financière.
Qui? Ministère de l'enseignement supérieur, place expert russe. Quoi? Mettre en place des programmes diplômants en ingénierie nucléaire, sécurité et maintenance. Quand? Démarrage immédiat, avec montée en puissance progressive sur 2 ans. Cela peut être observé à travers nombre d'ingénieurs certifiés, taux d'insertion dans le projet, qualité des évaluations techniques. Qui? Ministère de l'énergie, plus Sonabel, plus partenaire technique. Quoi? Construire et moderniser les lignes de transmission, installer des systèmes de stockage, améliorer les postes de transformation existants. Quand? En parallèle des premières phases de construction de la centrale. Cela peut être observé à travers réduction des pertes sur le réseau, stabilité de la distribution, intégration progressive des nouvelles capacités. Qui? Ministère des Finances, Pulse Banque Centrale, Pulse Partenaires Internationaux. Quoi? Négocier des prêts à taux préférentiels, renforcer la transparence budgétaire, établir un système d'audit continu. Quand? À chaque phase critique du chantier, surtout lors des dépenses liées aux équipements lourds. Cela peut être observé à travers taux d'endettement maîtrisé, respect du calendrier de décaissement, absence de dépassement majeur. Qui? Armée, puis ministère de la Sécurité. Quoi? Créer un périmètre sécurisé, déployer des unités spécialisées, installer une surveillance continue. Cela peut être observé à travers absence d'incidents, efficacité des contrôles, conformité aux normes internationales. En combinant ces étapes, le pays peut transformer une ambition politique en un système énergétique robuste et crédible. Au moment où les travaux avancent et que les premiers équipements prennent place, un symbole revient discrètement. Le terrain délimité que les équipes avaient commencé à préparer dans les premières semaines du projet. Ce même espace, évoqué dans les micro-cas initiaux, incarne désormais bien plus qu'une zone de construction. Il devient le rappel concret du passage entre l'intention et l'action, entre la vision et la matérialisation. Pour de nombreux citoyens, voir ces clôtures, ces voies d'accès et ces signaux d'activité constitue une source d'émotion particulière. Ils y perçoivent l'effort collectif d'un pays qui cherche à dépasser des décennies de fragilité énergétique. Ibrahim Traoré, qui avait fait de la souveraineté énergétique un axe central de son leadership, voit dans cette transformation progressive la validation d'un choix audacieux, mais encore inachevé. Le terrain, autrefois silencieux, semble désormais porter la trace d'une volonté nationale. Il témoigne à la fois de l'espoir, de la crainte, des ambitions et des doutes qui accompagnent tout projet historique. Et c'est ici que s'impose une idée simple, presque nue. La lumière n'est jamais acquise. Cette phrase résonne comme un rappel. La réussite ne dépendra pas uniquement de la technologie ou du financement, mais de la capacité du pays à persévérer, à s'adapter et à protéger ce qu'il construit. À mesure que le Burkina Faso avance dans cette nouvelle ère énergétique, une dynamique collective se forme autour du projet nucléaire. Les habitants, longtemps confrontés à la fragilité du réseau électrique, observent désormais les transformations en cours comme les premiers signes d'un changement profond. Les PSA. Les travaux, les formations et les équipements visibles sur le terrain deviennent autant de symboles d'un pays décidé à redéfinir son avenir énergétique. Dans cette construction progressive, chacun a un rôle à jouer. S'informer, participer aux consultations publiques, encourager les initiatives de formation ou simplement suivre l'évolution du chantier pour comprendre comment cette centrale pourra modifier la vie quotidienne. Le débat autour de l'indépendance énergétique ne se limite plus aux spécialistes. Il appartient désormais à tous ceux qui imaginent un futur plus stable et plus équitable. Le projet porté par le Burkina Faso dépasse la technique. Il interroge les valeurs collectives,
la souveraineté, la capacité d'un peuple à reprendre la main sur ses ressources essentielles. Et la question reste ouverte, adressée à chacun. Quelle place souhaitez-vous prendre dans cette transformation ambitieuse?